Bon, bah super. Voilà, avec l'enceinte, c'est peut-être un peu mieux. Ça va. Donc, encore une fois, bonjour, bienvenue. Bienvenue à Libertalia des Métallos. Donc, en un mot, en fait, nous, on est les éditions Libertalia et la librairie Libertalia, basée à Montreuil. Mais donc, on anime l'espace librairie de la Maison des Métallos. Ouh là là, il y a encore du monde qui afflue. Si on peut essayer de se faire de la place. Mais après, il y a un moment où... Bon. Si vous voulez, il y a genre 2 personnes qui peuvent s'asseoir là par terre si elles veulent. Ça paraît Après... nul, mais ça a l'air bien. Après, c'est à côté de l'enceinte. Donc bon, peut-être un petit piège. Mais en tout cas, on est là pour parler donc du livre de Flora. Méfiez-vous des hommes qui se disent féministes, donc qui est publié chez les camarades des éditions du Seuil. Flora a déjà publié 2 ouvrages qui sont publiés chez d'autres camarades, Très belle maison Cambourakis. Et donc voilà, on va faire un peu cette discussion, lecture aussi, avec des extraits lus par Estelle ce soir, une séance de dédicace, et puis tout ça sera suivi d'un petit verre. Il y aura un petit moment aussi d'échange si vous avez des questions à poser, mais le but c'est vraiment d'entendre Flora parler de son ouvrage, de passer un petit moment convivial, et voilà. Mais je propose, si tu es d'accord, Flora, bien qu'avant de rentrer dans le vif du sujet, on offre le micro ou pas, le micro ou pas micro ? Un petit micro pour une lecture, découvrir le texte et ensuite on en parle. Pendant 2 années, j'ai vécu avec un homme une passion amoureuse. Je regarde aujourd'hui le mot passion avec le même effroi et la même colère qu'à la lecture de l'euphémisme crime passionnel dans la presse quotidienne. Immersion. J'aime sa voix bondissante, son enthousiasme quand on se retrouve au milieu des bois. Je ne sais pas son âge, je ne sais pas son nom, je ne sais pas son métier. Il dit qu'il ne vit nulle part. Il dit qu'il ne sait pas où il sera le mois prochain. Il dit qu'il poursuit l'insurrection. Je réponds qu'elle vienne, qu'elle vienne. Donner serait la seule chose qui aurait du sens. Mais donner à qui saurait recevoir, partager. On est en avril, sur une zone à défendre, ZAD, que l'État tente d'expulser. Au bord de la forêt, on reconstruit la nuit les barricades qui sont démantelées le jour. On mange des endives, parce que c'est à peu près tout ce qui reste à la cantine. Le matin, pas besoin de réveil, les hélicoptères arrivent dès l'aube. Les drones survolent les espaces de vie pour fournir les fiches des renseignements généraux. Le free shop sert de cabine de change pour brouiller les silhouettes et les identités. Je ne vois le visage de personne. Personne ne voit le mien. On se masque avant de sortir de tente. On ne dit pas son vrai prénom. On se reconnaît à la voix ou à l'iris. On rit au moins autant qu'on pleure. On est tendre. Tout a du sens. Nous sommes arrivés le coffre plein de matériel et de vivres. À la ZAD, je suis venue donner. Avec mon ami, on commence par courir après les palets des grenades lacrymo qui traversent le ciel. On les ramasse avec un gant de forge parce qu'ils sont brûlants et on les plonge dans un seau d'eau pour les neutraliser. Des personnes plus sportives pratiquent à la raquette de tennis en exultant « Retour à la voyeur !» On sauve les poumons, on préserve les sols, on parle dans ce bocage d'une espèce de triton qui ne vit nulle part ailleurs. Lorsque les tirs s'espacent, les face-à-face immobiles durent des heures. Certains haines chantent, dansent, dessinent, jouent du violon. Certaines logorent à destination d'en face, quand le soleil pointe entre les branches, des éclats de miroir laissés à disposition collective offrent une tactique d'éblouissement. Globalement, l'ambiance est tendue mais plutôt créative. Après un second temps,
Passé à ravitailler en transportant des seaux de nourriture, je me trouve une autre place. Je masse. Mais pas à l'arrière. On parle comme à la guerre, parce que les blessures sont réelles. Des tirs atteignent le visage et les parties génitales. Peu après mon départ, une grenade de type GLI F4 arrache la main d'une jeune militante. Je masse au front. Juste derrière les barricades, résidus des destructions quotidiennes pratiquées ici, charpentes, structures métalliques, peluches, instruments de musique, carcasses de véhicules, bottes de paille, pneus, arbres, vélos, végétaux, gravats, bidons, sangles, effets personnels, meubles, panneaux de signalisation, jouets, etc. On les tient pendant des heures, entre les charges rituelles du début du jour et du crépuscule, et les rafles du PSIG qui suivent les assauts pour nous disperser. On les tient pour empêcher l'armée d'avancer. Là où l'armée avance, elle détruit des cabanes. Elle saccage les lieux communs, elle souille les affaires et les biens, dévaste les cultures avec des engins de chantier, empêche les médics d'atteindre les blessés. Elle vient parfois avec des blindés, pour de vrai. Elle reprend les terres vivantes, fragiles et précieuses défendues depuis des décennies, contre la construction d'une infrastructure inutile de plus. Elle arrête des personnes, régulièrement elle les tabasse, et ces personnes arrêtées finissent souvent en prison. Voilà pourquoi nous nous tenons tout le jour derrière ces constructions hâtives et inventives qui flambent à intervalles réguliers. J'ai mes huiles et mes plantes dans mon sac. Pendant les longues heures de qui-vive, je détends les corps. Je les reçois, je les accueille. On s'assoit contre un arbre. Les anonymes se coulent entre mes bras, leur dos contre mon torse. Ils me confient leur fatigue, leur lassitude, leur heure. Je trouve le chemin sous les passe-montagnes et les masques à gaz. Leur peau, pleine de sueur séchée, se disperse sous mes doigts. Leur tension se déploie en grandes ondes et leurs larmes coulent. J'avais peur de me charger de passions lourdes à leur contact. Je ne sens passer en moi que des lames d'amour et de douceur. Je sens que c'est ce à quoi tous ces corps aspirent. C'est tellement violent, sanglote contre mon corps menu, une carcasse immense. J'apaise. Ils prennent le temps de se déposer puis repartent. Et je me sens à ma place. Avec un homme dont je ne sais rien, je vis plus essentiel que tout ce qui compose ma réalité ordinaire. Lorsque j'écris mes toutes premières lignes à son sujet, je ne l'ai même jamais embrassé. On nous a présenté brièvement à mon arrivée sur zone. J'ai vu qu'il faisait des blagues. Je sais qu'il est là depuis plusieurs mois. Une après-midi en pleine forêt, derrière une barricade en feu que je rejoignais à l'instant, sous les jets de grenades des gendarmes Beaumille, D se retourne brusquement et tombe dans mes bras. Il s'y abandonne avec une confiance incompréhensible. Je le reçois avec une entièreté totale et il fond en larmes. Sous son passe-montagne, contre mon masque à gaz, contre moi, précisément, qui ne le connaît pas. Là, c'est un peu trop pour moi, mais j'arrive pas à partir, il murmure. Cette étreinte nous enracine ensemble dans un hors-temps, radical et fondateur. Elle crée un amour. Je ne cesserai d'y revenir. Quelques jours plus tard, 1er mai à Paris, dans la fumée des gaz. C'est juste avant la nasse géante du pont d'Austerlitz, la plus grande qu'une manif du 1er mai ait connue jusqu'alors. L'ambiance familiale est rapidement prise à la gorge. La répression surprend encore. Nous nous découvrons par hasard, parmi des milliers et des milliers de personnes. Il déterre des pavés. Ses bras s'ouvrent et je m'y engouffre. 1000 ans passent sous les yeux de ma sœur. Fin août, je pense à lui le long du large
et je demande à la mer de me le rendre. Le lendemain, je rentre à Saint-Nazaire, je le crois en Grèce. Nous nous retrouvons face à face dans la rue des Fossés. Il revient d'un été très policier. Il a fait de la prison. Il craque complètement. J'ai quelques outils personnels en matière d'émotion. 3 mois plus tard, nous emménageons ensemble. C'est romantique. Je suis romantique. Ça fait 28 ans que ça dure. Depuis un certain temps, amante et amant me déçoivent ou désertent. Qui est prête à aimer aussi fort que j'aime? Qui peut honorer sans panique ma propension à traverser la France pour dire « ta compagnie me plaît ». Monter dans le bateau sans repérer les issues de secours et donner comme je donne. Au début du début, nos vies se lient comme ça. J'ai du temps, lui aussi. Je n'ai pas de structure, lui non plus. Il va mal, j'aime aider. Nous sommes toutes deux disposées à vivre quelque chose maintenant, à le vivre pleinement. Nous nous sentons libres et vivantes. Au début, c'est beau. C'est vraiment beau. C'est tendre et puissant. Ça a la force de l'évidence. Je me méfierai jamais de mes évidences, en dépit des ravages. Je me souviens que je dis que personne ne m'a jamais aimé aussi fort, que personne ne m'a jamais donné autant que je donne, qu'il est le premier. Je dis même que j'ai trouvé mon maître. Nous vivons à Marseille pendant un an, dans une jolie chose désuète et humide, avec rez de jardin, beaucoup trop loin du centre-ville. Puis à Paris, dans 10 mètres carrés, à 2. Nous sommes souvent en mouvement, ensemble ou séparément. Nous sommes polyamoureuses. C'est un choix ancien, fait chacun de notre côté, mais que notre propension à vouloir tout vivre ensemble interroge. Après un temps de monogamie effective, le retour à ce choix passe par de houleux débats. Je doute de désirer cette situation. Assez tôt, on se vouvoie, pour rire. Puis par principe, rapidement rigoriste. D cherche à reproduire la relation de ses idoles, Sartre et Beauvoir. Un couple doit être un binôme théorique et politique. Comme Simone et Jean-Paul, un binôme se vouvoie. Rien dans le langage ne saurait être laissé au hasard. Fin de l'histoire, sous forme de vendetta. L'idéal. Au début, nous venons de vies si différentes, je crains d'être disqualifiée. J'épouse beaucoup de principes sans poser de questions. Ma militance date de peu. Ma classe sociale non prolétaire ne m'innocente pas. J'ai peur d'être lue comme une imposture. J'écris très tôt dans mes carnets, avec une jolie naïveté, obscurément sur le plan militant, j'ai presque toujours l'impression que c'est lui qui sait. Il faut faire cap vers la misère. Vivre dans un tout petit réduit à 2 à Paris. Les 5 étages du bâtiment B, le nôtre, présentent des successions de cellules de 10 mètres carrés. Nos voisins vivent à 3 adultes dans la même superficie. Certains appartements n'ont pas de salle de bain, il faut aller au bout du couloir. Un vieil homme désespéré par la énième invasion de blattes nous prend à témoin sur le palier. C'est pas vivable d'habiter ici, il faut partir. D,
refuse de travailler. Si j'émets des hypothèses, il me déplace dans l'armoire aux ennemis. Il monte ses dents, qu'il ne lave jamais. Faut être sacrément aliéné pour se brosser les dents tous les jours. Il se moque de mes équipements de manif. Faudrait être plus rudimentaire. Pendant des mois, je souffre beaucoup plus des gaz parce qu'il ridiculise mes lunettes de plongée. J'ose plus les emporter. Il grimpe sur des abribus. Mes jambes sont plus petites que les siennes. Je ne sais pas grimper. Mais il a des choses à guetter. Il ne s'embarrasse pas trop de pédagogie et je crains de le ralentir. Je redoute d'être moins à droite que d'autres partenaires. Je reste en bas. Je suis fière de lui, politiquement, de son aura d'insurgé, de ce que notre histoire raconte et de cette altérité qui me déplace sans relâche. Ton arbalète, ta camarade, ta guerrière, ta chasseuse, ta pourvoyeuse de butin. Je crois que notre union garantit ma liberté. Je parle de mes relations passées. Certaines étaient monogames. Il dit ce n'est pas de l'amour. Ce n'est pas révolutionnaire, c'est bourgeois, c'est pas de l'amour. Je ne regagnerai pas son estime sans m'être abaissée à dire que je n'ai connu que des amours muséales, des amours du passé, que lui seul connaît l'amour véritable. Il m'apporte énormément. Il m'aspire de l'intérieur. Sa mère nous interroge sur notre rencontre. « De quoi vous vous êtes parlé ?» demande-t-elle. Il me fabrique un personnage sous mon propre nez. Elle parlait pas, elle lançait des trucs. Une honte diffuse infiltre mes souvenirs nobles. Je n'ai rien lancé à la ZAD. J'ai ramassé des grenades, nourri et soigné des gens. Mais lancer, c'était plus classe, me synthétisera-t-il en aparté. Il ne doute pas de ma reconnaissance. Il me sauve la face. C'est que je ne suis pas une bonne guerriera. Je ne dépasse pas les stéréotypes de genre. On me met dans un conflit et je fais la femme. Il lit Liv Strömquist, cite Bell Hooks, m'offre le manifeste lesbien. Il se dit féministe, je le crois. Il supporte très peu de critiques à cet égard. Je n'ai pas à lui dire comment être féministe. C'est un travail quotidien, de longue haleine, bien antérieur à notre rencontre. Il se méfie des autres hommes, il s'entoure de femmes, elles sont presque toutes ses amantes. Lorsqu'il agit de façon résolument machiste, je le perçois, mais l'information des et féministe me dissocie. Le mensonge, énoncé et revendiqué, l'emporte sur le constat des faits. La parole déjoue le sensible. Sa force impérative me coupe de ma lucidité. Je crois que personne ne m'aimera jamais aussi puissamment qu'il m'aime. Je crois que c'est de l'amour. Il s'invente une réalité normative rigoureuse, très précise et surexigeante. Elle tombe des murs au fur et à mesure. Personne n'est à la hauteur. Il dit que ça sert à rien de ramasser les déchets. Il déconstruit politiquement le principe de safe space. Il a une fascination très vive pour Napoléon. Ma famille regarde la Casa des Papel. Je trouve cette série inepte, mais bon, j'ai envie de savoir la suite. D déteste tout type de fiction. C'est politique. Le cinéma doit être autre chose. Il reste derrière la porte vitrée du salon, très agité. Je le rejoins. Je regarde encore un peu depuis la vitre sans rien entendre des dialogues. D
s'agite de plus en plus à mes côtés. Ne vous laissez pas piéger, ne vous laissez pas piéger, ne vous laissez pas piéger. Je le sens menacé par ma divergence, comme s'il ne parvenait pas à faire de distinction entre nos deux êtres. Une seule minute d'absence de radicalité risque de le contaminer. Cela compromettrait ses plans. Il est libertaire, il est anarchiste, il est contrôle fric. Il ne présente jamais d'excuses pour les objets qu'il brise. On est chez les bourgeois ici. Freine-t-il sur le perron de mes parents à sa première visite? Pourquoi toutes vos amies sont des bourgeoises? Grogne-t-il dans la vaste chambre prêtée par deux copines pour un temps confortable. Tu ne sors qu'avec des bourgeoises, constatai-je un jour, surprise de son tableau de chasse. Oui, ricane-t-il fier, en se frottant les mains. Avant lui, radical était pour moi un compliment. Merci beaucoup, merci pour la lecture. Et puis, je vous propose donc qu'on rentre dans le vif du sujet. Ce livre Flora, c'est donc un espèce de long cheminement sur une prise de conscience douloureuse, mais nécessaire. Et justement, ma première question va être très très simple pour qu'on rentre comme ça dans le livre, qu'on continue de rentrer dans le livre après la lecture. Qu'est-ce que tu as voulu... Quels sont les mots que tu mets sur cette question? Qu'as-tu voulu raconter avec ce livre? Qu'est-ce que tu as voulu nous partager? Merci. D'abord, je voulais vous dire, je vais peut-être faire ça parce que je ne sais pas si ça vous va le podcast, mais allez, voilà. Merci d'abord à toutes et à tous d'être là. C'est incroyable que vous soyez si nombreuses et nombreux. Ça me touche énormément. Et ça me donne beaucoup de force et j'éprouve vraiment beaucoup de reconnaissance de voir autant de visages aimés et inconnus. Merci, vraiment. Et je voulais vous dire aussi, est-ce qu'il y a des gens qui sont vraiment très inconfortables là et est-ce qu'il y a des petits aménagements que vous pouvez faire avec vos voisins, voisines pour pas être trop... Enfin, voilà, en tout cas, n'hésitez pas à vous parler entre vous pour faire en sorte d'être à peu près mieux parce que j'ai conscience que voilà, vous êtes tassés. Et pour répondre à ta question... je ne sais pas si j'ai décidé consciemment au début, quand j'ai commencé à écrire, que ça serait un livre. C'est quand j'ai commencé à sortir du déni. La sortie du déni, pour moi, elle a eu lieu 2 ans après la rupture avec cet homme. C'est-à-dire que j'ai senti qu'il fallait vraiment que je sauve ma peau. J'ai fini par le comprendre pour toutes sortes de raisons que je pourrais raconter aussi et que le livre raconte. Mais l'emprise était encore là, c'est-à-dire que je continuais à assurer sa vie administrative, à prendre en charge le développement de sa création, à corriger ses travaux, à esquiver pour ne pas vivre ni de relations sexuelles, ni de rendez-vous, mais il fallait quand même argumenter tout le temps et c'était jamais entendu. L'emprise n'était pas terminée. Et quand le déni a été levé, pour moi, a commencé à sortir du texte qui était en fait comme un... Je crachais des choses, quoi, des... Oh, il y a quelqu'un derrière la porte. Est-ce que on peut la faire rentrer peut-être? Je ne sais pas comment on peut faire derrière le hublot. Oui, ça sortait et je ne pouvais pas le relire à cette époque-là. Vraiment, il y avait juste des souvenirs qui revenaient de façon très chaotique, des choses que j'avais oubliées notamment, et des choses sur lesquelles, oui, j'avais vraiment mis une chape de plomb pour être sûre de ne pas m'en souvenir. Et à ce moment-là, impossible de les relire. Donc, on ne parle pas du tout d'écrire un livre à ce stade. C'est juste, je vomis des textes. Et puis, progressivement... ça s'est assemblé en moi qu'il fallait que j'aille plus loin que ça. Et il se trouvait que j'avais 1 mois sans travail. Et donc, tous les jours, pendant ce premier mois, je me suis proposé une espèce d'hygiène d'écriture, quoi. Et donc,
faire sortir comme ça pouvait sortir dans tous les sens. Et il y avait certains jours, c'était continuer à dérouler ce que j'avais raconté la veille. D'autres jours, c'était retravailler. Et d'autres jours, c'était amasser de la matière. Et en fait, ça a commencé pour moi de façon extrêmement concrète. C'était toujours des souvenirs, des instants, des moments du quotidien. Comment ça se traduit dans le concret de la matière, l'emprise, dans le rapport au corps, dans le rapport aux autres, dans le rapport au travail, dans le rapport à la création, dans le rapport à l'intime, sur tous les plans en fait. Et je me suis rendu compte en fait que j'étais en train d'essayer de faire une sorte de panorama de l'emprise. Dans tel domaine c'est ça, tel domaine c'est ça, etc. C'était impossible pour moi d'essayer d'être chronologique. C'est très lié à ce que ça fait l'emprise. Ça brouille tout. Et même aujourd'hui, je ne peux pas retracer la chronologie de façon précise. Alors que j'ai plutôt une bonne mémoire, que j'entretiens ma mémoire avec du journal intime, avec des photos, etc. Il y a quelque chose de discontinu dans mon esprit qui fait que de toute façon, c'est forcément quelque chose d'éclaté que je pouvais fournir. Et puis progressivement, j'ai voulu raconter. Là, c'est le moment où ça devient chronologique, c'est le moment où je sors de ça. C'est le moment où il y a des révélations qui me permettent de comprendre qu'il faut que je me barre. Et après, comment est-ce que je fais pour négocier la rupture qui n'a pas été une chose facile à obtenir ? Et ensuite, comment est-ce que je commence progressivement à me reconstruire, notamment dans l'écriture, ce qui fait que j'ai décidé de terminer le livre par un journal d'écriture qui raconte ce processus-là, d'aller chercher les souvenirs, de demander des témoignages à des amis, de demander à mes proches qu'on me raconte ce qui a été vécu ensemble ou côte à côte, d'aller réexplorer mes journaux intimes pour essayer de comprendre ce que je racontais à l'époque, comment je me mentais à moi-même à l'époque également, et d'aller chercher des poèmes que j'avais écrits à l'époque aussi, pour que, à la fois, qu'il y ait des respirations, pour qu'il y ait vraiment le collectif qui soit présent aussi, puisque ce texte, je l'ai écrit grâce à la présence de plein de personnes autour de moi, qui me soutenaient, qui me tenaient la main, qui m'écoutaient, qui m'accueillaient, qui me racontaient des choses. Du coup, c'était très important que ce soit présent, ça, dans le texte. Et puis aussi, je pensais à autre chose, mais j'ai oublié. Je sais plus, c'est parti. Ça reviendra. Oui, c'est ça. En tout cas, je voulais pas laisser les personnes qui lisent la tête dans le sac. C'était très important pour moi qu'on aille vers la lumière, que ce soit pas juste. Alors voilà, on fait une plongée dans les entrailles de l'emprise et après, bon courage. Et donc, j'étais dans une tension intérieure parce qu'en même temps, moi, c'était tout frais. Et donc, je pouvais pas en parler comme j'en parlerai maintenant et ni comme j'en parlerai dans 10 ans. Mais je sentais bien qu'en fait, tant que ça ne serait pas devenu public, moi, je pourrais pas passer à l'étape d'après. Je passe à des étapes d'après avec la thérapie, avec toutes sortes de choses. Mais ça, le fait de prendre parole publiquement, de sortir du secret, de dire ce qui a eu lieu, que ce soit partagé par d'autres, je sentais que c'était fondamental. Et surtout, à commencer à vraiment s'éveiller en moi cette chose de... En fait, il faut qu'on s'en sorte, toutes et tous. Et si ce texte peut faire que d'autres personnes ouvrent les yeux sur ce qu'elles vivent, sur ce que vivent leurs proches, sur ce qu'elles sont en train de faire subir à leurs proches, alors tout ça n'aura pas été vécu en vain. Voilà. Et ça, c'était très important aussi pour retrouver une forme de maîtrise en fait, sur cette expérience. Et j'ai voulu que ce soit... J'ai travaillé la langue parce que je voulais que ça soit beau pour que ce soit... pas seulement subi en fait. Il y avait cette chose aussi, je sentais que j'ai retravaillé la langue. J'avais envie de mettre des poèmes dedans aussi pour retrouver de la maîtrise et de dire j'ai vécu ça et c'était horrible, mais en fait ça ne s'arrêtera pas là. Moi je veux en faire une création et que ça se transforme à plusieurs endroits du coup. Ouais, c'est ça. Je vais me mettre debout avec toi du coup. Je tiens à dire que justement, en fait, pendant la lecture du livre, ce que tu as dit sur je veux pas que les lectrices se débrouillent ensuite avec ça, plonger la tête dedans, c'est vrai que dans ton écriture, tu as quelque chose dans lequel on se sent très en sécurité, je tiens à le dire. Quand on lit, le sujet est très compliqué, d'autant que voilà, c'est ton histoire, donc il y a de la compassion, de l'empathie à l'égard de l'autrice, mais c'est vrai qu'on est toujours très en sécurité, je trouve. Donc je tiens à le noter. Dans la lecture, c'est quelque chose dont je me suis fait la remarque à la lecture de ton livre. Donc merci pour ça, merci pour cette prudence.
je voulais qu'on revienne sur le choix du titre. Donc, il y a la phrase en elle-même, il y a aussi le maquettage, je remonte à tout le monde, c'est vraiment de pleine face. Ça occupe vraiment toute la couverture. Mais en tout cas, ce titre interpelle. Il est efficace sur les tables des libraires. Pourquoi ce titre ? Oui, ça a été le fruit d'une réflexion avec mon éditrice. Au début, moi, je m'inquiétais d'un titre qui appelle à la méfiance parce que je me disais, bien sûr que clairement il faut se méfier. On est d'accord, ce type de profil, il faut se méfier. Mais bon, comme c'était un titre, d'abord il apparaît comme ça. Quand on a lu un livre, c'est pas pareil. Le titre, on a un chemin avec lui. On l'a rencontré. Mais quand on le voit juste, moi, mon projet de société, c'est plutôt la confiance, la bienveillance et l'accueil. Donc de dire méfiez-vous, c'était pas tout à fait mon intuition. Et en fait, ce sur quoi on est tombé d'accord et qui moi me parle très fort, c'est de se dire méfiez-vous des hommes qui se prétendent féministes. C'est aussi ça que ça veut dire, se dire. Et qui, en fait, ne le sont pas. Et sous cette couverture, font des ravages terribles parce qu'en fait, ça nous prive de nos outils premiers de défense, le langage et la pensée. À partir du moment où on utilise contre une victime tous les mots et tous les outils qui lui permettraient de dire « je suis une victime, et ce que tu fais, ce sont des abus, ce sont des viols, ce sont des violences conjugales. En fait, tout ce que tu fais, c'est du sexisme à l'état pur. Ça ne peut pas être plus pur qu'en termes de sexisme. À partir du moment où on lui dit « mais non, c'est l'inverse, je suis féministe », c'est du gaslighting. Comment tu veux faire pour parler à partir du moment où on t'enlève les mots de la bouche ? Donc, ça empêche de le penser et ça fait cette dissonance cognitive et cette dissociation dont je parle. En fait, ça fait un carambolage dans l'esprit qui empêche de tirer les conclusions justes qui permettent de se sauver la vie. Ça, et puis aussi parce qu'il y a une personne qui a beaucoup accompagné le livre, qui est Sembou, qui est une co-victime de cet homme. On est des grandes amies aujourd'hui. Et son témoignage est tressé à plein d'endroits du texte. Et c'est une personne qui a beaucoup accompagné le processus d'écriture. Et on s'est beaucoup confié. Et il se trouve qu'à un moment, Sembou me raconte un moment de sa vie où, à cette époque, son pronom c'est elle, partage sur les réseaux sociaux. Je dis ça parce que Sembou a tenu à ce qu'il y ait un moment où son pronom soit elle et qu'après ce soit son pronom il actuel, parce que c'était important pour lui de parler depuis cet endroit-là et de son expérience spécifique à ce moment où son genre c'était elle. Et donc à ce moment-là, Sembou partage sur les réseaux sociaux un article qui s'appelle « Méfiez-vous des hommes qui se disent féministes ». Aidé lui dit de se méfier de cet article. Et voilà, et en fait, l'éditrice qui a trouvé l'idée de ce titre, elle a dit, je suis sûre que le titre, il est dans le livre, et à force de le lire, elle a dit, mais c'est ça le titre. Et avec Sembou, c'était fort pour nous aussi de se dire qu'en fait, son témoignage était tellement innervé au mien qu'il donnait le titre au livre. Voilà. Tout le monde va toujours bien, pour les personnes debout notamment, on est OK ? Cool. Tout à l'heure, tu parlais de la manière dont tu avais choisi justement cette écriture. Donc, vous parlez d'un compte-rendu un peu judiciaire, procès-verbal, pardon, excuse-moi. Moi, quand j'ai lu, je me suis dit effectivement une écriture clinique, très poétique. Mais clinique, justement, donc tu disais tout à l'heure que tu avais voulu cette distance. Elle se mêle à l'intime, à la poésie de ta plume et justement des textes que tu rappelles de tes écrits intimes, etc. On y reviendra tout à l'heure. Comment tu en es arrivé à cette écriture ? Tu as dit tout à l'heure pourquoi tu voulais, mais quel a été le cheminement pour se dire, enfin je ne sais pas s'il y a un moment où on se dit, voilà, c'est comme ça que je vais écrire, mais soit comment tu y es arrivé ou le cheminement qui t'a amené vers cette écriture-là ? Eh ben, moi, à l'origine, j'écris de la poésie. Les 2 premiers livres que j'ai publiés, c'est des recueils de poèmes. Et mon écriture poétique, elle est très concise. Je cherche ça, le nerf de la guerre. J'aime aller dans la moelle des choses. Et j'aime bien, dans l'écriture, essayer d'arriver à attraper en peu de mots une complexité à un moment. C'est quelque chose que j'ai commencé à chercher dans mon journal intime quand j'étais plus jeune. Et progressivement, c'est devenu des poèmes. Et donc, ma recherche d'écriture, elle est là-dedans. Et ce texte, c'est mon premier texte en prose. Et donc il est forcément pétri de mon rapport à l'écriture et aussi parce que j'ai vraiment une obsession du mot juste, parce que pour moi
c'est un moyen d'arriver à une compréhension plus profonde, plus fine, plus précise. J'essaye toujours d'être le plus spécifique possible quand je retravaille mes textes. Il y a des premiers jets, après je retravaille énormément de fois. Et toutes les couches de retravail, il y a notamment la grande chasse aux synonymes, pour trouver des synonymes. Je travaille avec un dictionnaire des synonymes et avec le dictionnaire, et sans arrêt, je cherche. Alors, j'ai dit ce mot, mais c'était pourquoi ? Je voulais dire quoi dedans, en fait ? Je le dis 5 mots plus bas. Est-ce que c'est vraiment utile de le répéter ? En fait, je veux dire quoi derrière ce mot ? Qu'est-ce qui se cache ? Qu'est-ce qui fait sens pour moi ? Je regarde les synonymes, je regarde les définitions des synonymes. Ah, en fait, si je vais là, ça m'intéresse plus. Mais après, est-ce que le mot, il m'intéresse dans sa texture, dans sa sonorité ? Est-ce que le rythme me convient ? Puisque c'est cette recherche de poésie qui... Et donc, je travaille les phrases jusqu'à ce que le rythme me paraisse organique, juste, qu'il soit tel que j'ai envie que ce soit. Donc, c'est ça aussi qui fait que ça devient très concis. Et après, avec mon éditrice, Sophie L'Huillier, on a encore plus travaillé dans ce sens. Elle me disait, il faut qu'on ait le cœur de la bombe atomique. Donc, en fait, on coupe. Moi, à des moments où je me disais, il faut que j'en rajoute pour que ce soit plus clair, pour qu'on comprenne mieux, pour qu'on me croie aussi. Il y a plein de moments où il y a les témoignages de mes proches qui redoublent ce que je dis déjà, mais pour moi, c'était une confiance. On ne va pas me traiter de menteuse puisqu'ils disent la même chose que moi. Et mon éditrice m'a dit, mais nous, on te croit. Tu n'as pas à nous le répéter de 6 manières différentes parce que ça devient un peu lourd. Et en fait, ça alourdit un peu le livre et on en a un petit peu marre. Et heureusement, merci pour ça aussi. Voilà. Dans ce que tu viens de dire, il y a 2 choses qui sont très intéressantes. Déjà, là, ce que tu viens de dire par rapport à ton éditrice, voilà, justement aussi de savoir qu'un livre publié, c'est aussi un échange, une construction avec un éditeur ou une éditrice. Le texte se façonne comme ça, donc je trouve ça très, très intéressant que tu racontes justement le parcours du livre, quoi, avant qu'il soit publié. Et sur ton choix des mots et de la concision, c'est vrai que vous verrez dans le livre, il y a aussi toute une partie, comme tu racontes les mécanismes de l'emprise, il y a aussi toute une partie sur le langage et comment le langage de la personne qui crée cette emprise s'insinue en fait dans le choix de tes mots. Et c'est justement ce qu'on sent aussi à la lecture, comment tu te réempares des mots. Donc c'est intéressant tout ce que tu viens de dire sur l'écriture de ta poésie, du choix du mot juste, du mot précis, parce qu'on sent un peu ta reprise de pouvoir à travers le choix des mots. Il y a aussi toute cette conquête, on t'accompagne dans cette libération de l'emprise via les mots, et c'est très très intéressant. Vous verrez toute cette partie sur le langage, et langage comme emprise, et puis réutiliser le langage pour s'en défaire. Donc voilà, je voulais juste rebondir par rapport à ce que tu disais. Il y a ce procès verbal, il y a cette enquête, cette contre-enquête de l'emprise, et donc voilà toutes les autres personnes que tu fais intervenir pour justifier, pour prouver, pour co-prouver avec toi. Et notamment dans ces choses que ces objets que tu vas convoquer pour appuyer ton propos, ce sont tes anciens écrits, tes poésies, des textes que tu écrivais à l'époque et beaucoup de tes carnets intimes de l'époque. Qu'est-ce que tu voulais éclairer en réutilisant cette matière littéraire dans la matière littéraire qui est ton récit ? C'était vraiment... je l'ai décrit comme descendre dans la cave de Barbe Bleue et regarder ce que je l'ai laissé y dépecer de moi. J'avais besoin de savoir comment je me racontais les choses à l'époque. Et c'est assez troublant parce que j'ai découvert à ce moment-là que je me mentais à moi-même jusque dans mon journal intime. C'est incroyable de se dire que ça peut à ce point nous retourner le cerveau. C'est-à-dire que dans mon propre journal intime, je présente cet homme comme beaucoup moins violent que moi, qui suis terrible, qui suis intraitable, qui ait des colères si terribles, et alors qu'il est si doux, si compréhensif et si aimant. Comment est-ce que je peux comme ça me mentir à moi-même ? Comment est-ce que je peux comme ça ignorer que je suis tyrannique ? C'est ça que j'écris. Et j'écris aussi que j'ai envie de mourir. Concrètement, je parle de néant, je dis que je suis vide, je dis que je vais mourir. Je suis en train de mourir psychiquement, effectivement. Et ce qui est intéressant, c'est qu'à l'époque, quand je confiais à mon compagnon que j'avais des pulsions de mort très violentes, il en riait comme d'un caprice. Il ne le croyait jamais. Et sur le langage, c'est sûr que je vois aussi dans mes journaux intimes des moments qui me sont insoutenables parce que je vois que je parle avec ces mots. Ces mots de la théorie politique, ce que je raconte dans le livre aussi, c'est que je commence à essayer de relire de la théorie politique et des essais féministes, mais je n'en suis plus capable depuis 6 ans.
parce qu'en fait, je n'y croyais plus. J'ai jeté la militance avec l'eau du bain. Enfin, il y a cette chose c'était tellement violent de voir comment est-ce que ça pouvait être retourné et vidé de son sens que j'étais devenue allergique à tout ce qui aurait dû être ma défense, en fait. Et qui l'est, concrètement, c'est la défense, en vrai. Là, je commence à arriver à relire. C'est le tout début. Et donc, il y a des mots qui étaient devenus urticants, quoi, des voilà, que je pouvais pas employer. Et à l'inverse, des mots à moi, comme bienveillance, par exemple, que je n'avais plus le droit d'employer puisqu'ils les tournaient en ridicule et qu'ils les attaquaient politiquement, et que dès que je les utilisais, c'était un procès qui pouvait durer plusieurs heures. Donc au bout d'un moment, c'est aussi ça la dynamique de l'emprise, c'est l'usure. Et comment est-ce qu'au bout d'un moment, on baisse les armes, parce qu'en fait, il faut juste essayer d'éviter le conflit le plus possible, parce que le conflit est tellement dur à vivre, est tellement épuisant, est tellement permanent, qu'en fait, c'est faire le dos rond pour essayer de souffrir le moins possible et d'être vidé de son énergie le moins possible. Merci pour la précision de toutes tes réponses. Ça va être ma dernière question, et après je repasserai le micro. Là, tu nous as parlé de ta manière d'écrire, de ta réflexion autour de cette forme à laquelle tu es arrivé, la puissance des mots, ces mots que tu utilises depuis bien longtemps et dans d'autres formes aussi d'écriture. Tu parles d'une référence littéraire majeure pour toi dans l'ouvrage, je vais te laisser la citer, et je voudrais que, en plus de nous dire quelques mots sur elle, est-ce que tu peux nous dire si d'autres références littéraires t'ont accompagné pendant l'écriture de cet ouvrage? Alors la référence majeure, c'est Le complexe de la sorcière d'Isabelle Sorante, qui est présente dès les premières pages du livre et qui est beaucoup présente dans le livre après, car c'est à cette merveilleuse autrice que je dois ma sortie de déni. C'est-à-dire que j'ai lu Le complexe de la sorcière 2 ans après avoir quitté cet homme, et que là, j'ai ouvert les yeux. Parce qu'en fait, dans ce livre, Isabelle Sorante raconte les chasses aux sorcières qui ont eu lieu pendant 3 siècles en Europe, et elle les présente comme le grand secret de famille de l'Europe, en disant, ben voilà, puisque ce secret de famille, il a concerné tout le monde, puisque soit tu étais accusé toi, soit c'était ta voisine, soit c'était ta sœur, ta femme, ta mère, ta tante. En fait, tout le monde est concerné par cette affaire, et on n'en parle pas. Et on ne le nettoie pas, cet horrible secret. Et donc, il continue à ressurgir dans nos rapports, et continue à se rejouer la relation de l'inquisiteur et de la sorcière, jusque dans nos rapports intimes. Et en fait, je lisais ce livre, et dans la marge, je pouvais écrire le prénom de D tout le temps. Et là, en fait, ce qui s'est passé, c'est que la peur de perdre cet homme, puisque c'est aussi ça l'emprise, c'est que ma plus grande peur, c'était quand même de le perdre, et a été remplacée par la colère. Et par une colère immense, parce qu'en fait, je me sentais d'un seul coup prise dans une lignée de femmes qui, depuis des générations et des générations, des siècles, étaient détruites psychiquement, physiquement, spirituellement, dans toutes les faces de leur être et de leur capacité, par des hommes s'arrogeant le monopole de la raison et de la méthode. Et c'est moi qui sais, et c'est pas toi qui sais. Et tu plieras jusqu'à ce que ta certitude en fait, soit transformée par la mienne. Jusqu'à ce que la personne accusée se mette à croire qu'elle a fait des choses qu'elle n'a pas faites, à penser des choses qu'elle ne pense pas, etc., etc. C'est ce retournement complet. Voilà. Ça a été fondamental, puisque d'un seul coup, j'ai eu hâte de perdre cet homme. Ah, merci. Et du coup, j'étais tellement en colère qu'en fait, il fallait que ça sorte. Et surtout, il y avait cette chose de maintenant, et il va falloir qu'on s'en sorte toutes et tous. C'est ça qui m'a permis aussi de me donner l'énergie de vouloir le partager collectivement. Ça m'a greffé sur autre chose, quoi. Donc ça, c'était incroyable. Et pendant l'écriture, j'avais, pendant la première phase, vraiment de juste cracher du texte, quoi. Tous les matins, je lisais un livre d'une anthropologue et historienne qui s'appelle Clara Lemonnier. Et le livre, c'est Le grand livre des guérisseuses. Et elle travaille sur les guérisseuses de l'Antiquité à nos jours en France. Et donc tous les matins, je lisais ça parce que ça m'aidait beaucoup de me sentir de nouveau dans une lignée, même si régulièrement martyrisée. Ça me mettait au bon endroit. Ça me mettait bien en colère. En même temps, ça me mettait bien en lien et ça m'émouvait beaucoup. Donc après ça, j'étais échauffée pour écrire d'une certaine façon, mais je me sentais pas seule. Voilà. Et après, dans le travail de la structure, donc les étapes suivantes, quoi, de construction vraiment du livre et de retravail, ce qui m'a aidée, c'est les cours de Laura Vasquez,
cette formidable poétesse qui est très généreuse dans son rapport à l'écriture et dans le fait de transmettre comment elle écrit, comment on peut écrire, comment plein de gens peuvent écrire, et d'accompagner les gens dans l'écriture. Et donc il y avait le cours Écrire au quotidien et le cours sur la structure qui m'ont beaucoup accompagnée pour retravailler le livre. Voilà, c'est ça. J'espère que vous avez pris des notes, parce que ce sont des super références et suggestions. Donc, on va passer à la lecture des derniers extraits. Et après, si vous le souhaitez, il y aura un petit moment de questions-réponses. D'accord ? Cool. Divulguer. Je dis ce qu'il a fait. Seulement des bribes. Quelques idiosyncrasies. Quelques charmes du quotidien. Toutes les femmes cis, les personnes trans et non-binaires de mon entourage veulent lui péter la gueule. Ou taguer en bas de chez lui. Ou mettre du foie de morue dans sa boîte aux lettres. Et elles affirment « On est à ta disposition. On fera ce que tu voudras. Quand ce sera ton moment, on ne fera rien si tu ne veux rien. » Les hommes cis m'écoutent en souriant de travers ou détournent un regard gêné. J'ai besoin que ça existe. Qu'à la question « Ça va ?», je puisse répondre « Je viens d'ouvrir les yeux sur 2 ans de viols conjugaux. » Et désormais, je ne vais plus faire semblant. En écrasante majorité, on me croit. Ceux qui doutent sentent confusément qu'il n'est plus temps d'exprimer de front leur désaccord avec la terminologie que j'emploie. À #MeToo, ma reconnaissance éternelle. Tant de personnes, après un silence très spécifique, me répondent avec intensité « Je vois très bien de quoi tu parles. » Au sujet de 3 siècles de chasse aux sorcières, Clara Lemonnier a écrit « La violence de ces événements marque profondément les identités et les sociabilités féminines. » J'écris à plusieurs amantes et amoureuses de D, anciennes ou actuelles, mues par une urgence de savoir si elles ont vécu les mêmes violences que moi. De dérouler avec elles le long fil d'araignée. Je t'entends, je ressens et te crois. M'écrit Alba, à qui je viens d'annoncer que l'homme qu'elle aime, avec qui elle entretient actuellement une relation, m'a violée pendant 2 années. Alba se reconnaît dans quantité de problématiques et d'expériences que je nomme, mais parle de curseurs différents. Sa générosité et sa sororité à mon égard sont confondantes. Sa position très délicate, elle est amoureuse. C'est une femme forte, sensible, altruiste, courageuse, au caractère affirmé, à la pensée affûtée, pleine de vitalité. Encore une. Je me sentais ingrate d'avoir levé le camp, mais j'étais assiégée. En extinction de surface, je flotte à ma dérive. Et quand je pense qu'on m'a limé les dents, mon corps n'est pas une pissotière. Il n'est dû à personne. Il n'est pas ton pourboire. Je suis en remaniement ministériel. À toute heure du jour, je pense à ma vendetta. Embûche. Je reçois une missive qui me coupe la vengeance sous le pied. En quelques lignes manuscrites, D annonce voir enfin clair et reconnaître ses torts.
Il écrit qu'il n'a pas vu, pas entendu. Il raconte qu'il en parle avec ses amis, s'apprête à en parler à la femme qu'il aime, déjà fait. Il se dit retourner, prétend vouloir changer. Si je peux t'aider, je le ferai. Une forme de soulagement, je n'aurai pas à argumenter de nouveau, s'accompagne en moi d'un sentiment dubitatif. Les tournures de phrases, rigoureusement estampillées féministes, je t'entends, je te crois, si tu as envie d'en parler, je serai là, je t'écouterai, je te croirai, relèvent d'un registre qu'il a plutôt pour habitude de tourner en dérision. Je ne l'ai jamais vu adhérer à aucun principe d'écoute, ni de suspension de son jugement ou de sa force de frappe argumentaire. Je l'ai en revanche fréquemment entendu attaquer politiquement ses pratiques. Il me semble lire une courte lettre qui s'applique à cocher les bonnes cases pour jouer la brebis. Je ressens aussi de la colère. Même ma vengeance, il me la vole. Je m'en aperçois au téléphone avec sa compagne Alba. Dans le milieu militant, sa repentance commence à racheter son image. C'est tellement séduisant, un bourreau qui a des remords. 2 ans à en baver, des années à m'en remettre, et au bout de 15 jours à raconter partout qu'il s'en veut tellement, sa violence lui confère un prestige social. Au lieu de vomir, je m'organise. Avec Max, on se concerte. C'est elle qui trouve. Si je peux t'aider, je le ferai, a-t-il promis. Je garde cette seule phrase et je demande justice moi-même. Je veux qu'il crache. Riposte. Le 21 mars, j'écris. Tu prends conscience des choses, tu ouvres les yeux, tant mieux. Mais aucun de tes mots n'est apte à réparer les ravages dont tu es responsable chez moi. Qui en est capable ? Les thérapeutes qui travaillent à me soigner depuis des mois. Ma santé mentale et sexuelle a un coût. Je les paye seule, alors que je suis la victime. En ce moment, j'accepte des cours que je n'ai pas envie de payer pour pouvoir payer ces soins. Tu dis vouloir m'aider ? Tu veux m'aider ? Eh bien, paye. Paye les soins que je suis obligée de faire pour essayer de retrouver une sexualité après tes viols. Tu n'as pas l'argent pour ? Mets-toi au travail pour l'avoir. C'est ce que je suis obligée de faire actuellement. Jusqu'à présent, le montant total des soins que j'ai reçus en lien direct avec ces viols s'élève à 840 €. Et ce n'est malheureusement pas terminé. C'est fou ce que ça met comme temps à réparer. J'ai un peu gonflé la note. J'ai fait une petite provision d'avance pour quelques séances d'hypnose sur lesquelles il me semblait judicieux de pouvoir tabler. J'ai aussi comptabilisé 2 rendez-vous d'ostéopathie consacrés aux douleurs terribles que le stérilet me faisait endurer, pour une contraception censée nous concerner l'un autant que l'autre, et au sujet de laquelle il n'avait jamais émis l'hypothèse de contribuer. Affaire de femme, argent de femme. De toute façon, en début de négociation, il faut toujours demander plus. Au téléphone, avec des proches communs, j'explique par avance ma demande et ses raisons. Et elles deviennent mes témoins. D ne pourra pas leur raconter n'importe quoi sur mes exigences. Je ne sais pas comment il pourrait se dérober sans perdre davantage encore l'estime de ces personnes. Cette fois, la réponse se fait longuement attendre. L'honneur était finalement plus difficile à cracher que le cash. Je reçois 2 virements, à 2 mois d'intervalle. Après, on verra. M'écrit D au préalable. 2 virements de 300. Il a donc choisi de fixer son curseur de participation à 600 € plutôt qu'à 840. Je vaux un canapé lit et demi. J'ai bien fait de prévoir un peu large. Je voulais préciser, puisqu'on est sur le chapitre qui compte,
que depuis, l'évaluation a été... on est à plusieurs millions d'euros. Plusieurs millions, oui, c'est à peu près ça. On est à des milliards, ok. On est à plusieurs milliers d'euros, ouais, c'est ça. Ça me semblait important de le dire parce que j'ai eu un échange avec une personne à ce sujet récemment et qu'en fait, c'est un texte que j'ai écrit il y a 5 ans. Et donc depuis, c'est toujours pas fini, quoi. Et donc, ça me semblait important de parler de ça, de ce que ça nous coûte à nous, victimes, comme double peine. Ta vie est ravagée et en plus, tu dois payer si tu veux essayer de la réparer et ton agresseur fait sa life de son côté. Voilà. Merci pour ces précisions. Je vous propose qu'on prenne 2-3 questions, si vous êtes d'accord. Comme ça, après, surtout, Flora peut dédicacer les ouvrages et puis on va continuer par un petit temps informel de discussion autour d'un verre. Est-ce que quelqu'un a une question sur la rencontre ? Oui. Salut, merci. Je voulais te poser une question parce que je voulais savoir si au cours de ton processus d'écriture, tu as douté ou eu peur de dénoncer un rapport de domination ou une emprise qui venait de la part de quelqu'un qui partageait les mêmes ou une partie des mêmes convictions politiques que toi. Je pose cette question parce que je pense que c'est super important de le faire, donc merci. Et aussi, je la pose parce que je crois avoir vu tout à l'heure rentrer dans la librairie Johanna Silva qui a écrit « L'amour et la révolution », qui est un livre qui a énormément compté pour moi aussi et qui parle de ça. Voilà. Merci beaucoup. En fait, à ce moment-là, moi, j'étais plus dans les milieux militants. Je m'en suis auto-exclue, comme on est beaucoup de victimes à le faire, pour fuir et pour sauver ma peau et pour sauver mon imaginaire aussi. Enfin, je ne pouvais pas traîner dans les mêmes endroits, quoi. C'était pas possible. Et puis, j'ai déménagé aussi. J'ai quitté l'endroit où j'étais. Voilà. Donc, de fait, je n'étais plus dans ces milieux. Ça déplace la question du risque qu'on prend en dénonçant. Par contre, ce dont j'avais très peur, c'est la révélation pour mes proches, parce que j'avais dit très peu de choses. Et donc, j'avais peur de leur souffrance. Voilà. Et après, j'avais peur de lui, ça c'est sûr. Et ça a été vraiment déterminant pour moi, le fait d'être si bien entourée par mes proches et très très soutenue par ma maison d'édition, Le Seuil, qui est vraiment incroyable. Et toute l'équipe est tellement avec moi, me soutient tellement de manières que je me sens pas inattaquable, mais parce qu'il y en a des phrases de mascu qui passent, qui me sont envoyées ou des choses comme ça, mais je me sens forte et soutenue. Et du coup, je suis pas du tout seule. Et donc, c'est beaucoup moins dangereux, même juste dans le cœur, quoi. Voilà. Mais je sais que c'est très important ce que tu nommes, parce que je sais que c'est ce que beaucoup de personnes traversent. Moi, c'est pas mon expérience. Ouais, je voulais savoir en fait si dans tout ce processus-là, vous avez réussi à trouver des manières de faire ressurgir les red flags, puisque vous n'êtes pas capable d'en parler pendant l'emprise. Et nous, en tant qu'entourage, est-ce qu'on ne peut pas essayer de trouver, avant que le drame se passe, quoi, les red flags, quoi. En gros, c'est ça. Merci. C'est très important ce que tu dis, et c'est très dur de répondre, parce que le principe de l'emprise, encore une fois, c'est que moi, dès que mes amis s'inquiétaient pour moi, je les rassurais. Parce qu'en fait, c'était pas possible d'être en porte-à-faux. Et donc, j'avais... En fait, le quotidien était tellement violent que j'avais besoin de retrouver du sens. Et donc, trouver du sens, ça voulait dire être validée, par exemple. Mais oui, j'ai raison d'endurer tout ça, puisque cette histoire, elle est vraiment très belle. En fait, c'est juste que nos colères, elles se ravivent mutuellement, mais c'est pas... Et donc, en fait, moi, à partir du moment où je tenais ce récit, même les personnes qui voyaient, c'est compliqué de... Et ça, j'ai l'impression que je connais pas la formule magique, j'adorerais la connaître. J'ai l'impression qu'en tant que proche, ce qu'on peut faire, c'est être là et ne jamais cesser d'être là. Même quand on voit l'autre faire ce qui nous semble être n'importe quoi. Parce que de l'extérieur, ça semble être n'importe quoi. On en est réduit à ça. Parce qu'on est dans une prison invisible et très efficace et ranimée chaque jour. Et voilà, j'ai lu aujourd'hui quelque chose sur le contrôle coercitif qui rappelle une chose fondamentale. La question à poser à une victime, ce n'est pas « pourquoi tu n'es pas partie ?» plutôt, mais « qu'est-ce que ton agresseuse a mis en place pour que tu ne puisses pas partir ?» Et c'est ça, la vraie chose. Et qu'on arrête de culpabiliser les victimes.
On ne se met pas comme ça toute seule dans le pétrin parce qu'on a envie de vivre des aventures. C'est pas ça le sujet. Et du coup, c'est d'être là et d'écouter. Moi, ce qui m'a aidée, je peux parler que depuis cette expérience-là, au bout du bout, c'est que mes proches ne se sont jamais détournés de moi. Même, je pense à des moments où ça devait être très saoulant. Et aussi que je raconte dans le livre un moment de dialogue avec une personne qui est devenue ma compagne par la suite, Max, qui m'écoutait, qui ne me croyait pas dans ma mythologie, tout le beau récit de c'est tellement romantique, ça a tellement de sens, etc. Ça, elle n'y croyait pas, ça se voyait, mais elle ne me le renvoyait pas à la figure. Donc j'avais pas besoin de me défendre. Donc comme j'étais pas dans une posture défensive, je pouvais un peu baisser les armes, donc je pouvais un peu dire un tout petit peu ce que je vivais, donc je pouvais l'entendre, ce que je vivais. Et qu'elle n'essayait pas de me convaincre. Mais juste, elle disait des petites choses de temps à autre. Mais cette personne aussi, elle avait vécu de l'emprise. Donc, il y avait cette chose de progressivement me glisser des petites infos, me sentir à quels endroits elle pouvait me libérer de certaines obligations que je me mettais. C'était très fin, en fait. C'était très patient. Et j'ai l'impression qu'il y a des choses qui m'ont aidée, qui ont été des fois des coups d'accélérateur de personnes un peu plus impatientes qui m'ont dit des choses. Des fois, je me suis détournée d'elles par la suite, mais ça avait quand même planté des graines. En fait, j'ai l'impression que on fait comme on peut, mais qu'il ne faut jamais arrêter d'essayer, en tout cas. Et surtout pas se raconter, si elle reste, c'est qu'elle y vit quelque chose, qu'elle y trouve quelque chose qui est important pour elle. Elle peut mourir. Donc, on ne reste pas sur... non, on reste là et on s'acharne à essayer de trouver délicatement, en finesse, en patience, faire appel à des assos, demander des conseils à des assos, à des personnes qui savent mieux que nous. Je pense que c'est très important pour progressivement, collectivement, trouver des façons de faire. Et se renseigner, c'est hyper important aussi. Tu vois, par exemple, contrôle coercitif, moi, je connais cette expression depuis 3 semaines. Si je l'avais connu plus tôt, qu'est-ce que ça n'aurait pas aidé quelque chose? Et donc, c'est ça, c'est de se renseigner aussi, parce qu'en fait, l'emprise est un phénomène très, 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 très présent. Et plus on le connaît, plus aussi on peut éviter des grosses maladresses qui peuvent nous priver les victimes de leurs paroles, comme par exemple la culpabiliser, pourquoi tu pars pas, etc. Enfin, ouais, c'est ça, la connaissance, ça nous aide, je pense. Et après, il faut que la victime, dans son chemin, il y a un peu aussi des fois la magie de qu'est-ce qui tombe au bon moment ou pas, quoi. Une même phrase, un jour ou l'autre, je sais pas si elle aurait fait le même chemin en moi. Faut continuer, quoi. Merci beaucoup. Eh ben, merci beaucoup à toutes et à tous. Du coup, là, ce que je vous propose, c'est que Flora va signer des livres, ici même. Je vous propose collaboration collective. Pour celles et ceux qui sont assis sur des chaises, je vous demanderai s'il vous plaît de les replier. Lorsque vous vous leverez, vous pouvez les poser sur le côté, voilà. Et on va ouvrir des petites bouteilles pour boire un petit verre. Voilà, là, les gens qui sont là du côté de la porte blanche, vous pourrez vous ravancer un peu pour qu'on puisse ouvrir et aérer, etc., etc. Merci beaucoup.